Alors, on nous avait dit que le podcast était quelque chose de compliqué et que souvent on arrêtait à 2 et puis qu'à 7, c'était le chiffre clé. Alors, croyez-moi, cet épisode-ci, il fut très compliqué. Très compliqué pourquoi? Parce que de un, chez une de mes clientes partenaires, j'ai réussi à casser le pied de la table qui a fait tomber le thé, le café sur toutes nos notes, mais qui a aussi fait glisser mon tout nouvel ordinateur à 5000 boules de chez Apple sur le bord du pied de l'autre table qui était en face, qui a donc cassé l'écran. Il a fallu que je trouve une société qui a bien voulu me le réparer, le faire passer par chance par une assurance, pour ensuite le récupérer une semaine plus tard et arriver à mettre en musique ce podcast de 50 minutes où je voulais absolument mettre la retranscription sur le site www.lechaman.digital/podcast, 8500 mots plus les images. Et avec tout ça, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Eh bien évidemment, j'ai décidé de foutre en l'air mon site internet et de le redémarrer. Donc tout ça pour vous dire que cet épisode 7 est pour moi très important et que vous allez découvrir Laure Matsoukas de LMK Training, qui est une personne vraiment extrêmement compétente dans la gestion financière de votre entreprise et qui va, croyez-moi, écouter jusqu'au bout, vous donner des tonnes et des tonnes de pépites et d'outils qui vont vous permettre de faire grandir votre boîte. Je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas que nous sommes sur toutes les plateformes et que nous aimons les 5 étoiles et que nous aimons les commentaires positifs. À bientôt et bon épisode. Bonjour Laure, merci d'avoir répondu si rapidement. Hein. Donc, comme je te l'ai dit, c'est la première interview du podcast du Chaman Digital, d'accord. Et j'avais dit dans un des podcasts qu'en fait, je voulais pas interviewer un peu ceux qu'on connaît, qu'on voit souvent sur les interviews. Je voulais vraiment essayer de trouver quelqu'un qui était en lien entre l'entrepreneuriat tel que moi je le connais de par ma famille, puisqu'on a une entreprise avec 40 employés, et puis l'infoprenariat qui est le milieu dans lequel je suis quand même assez souvent, puisque j'ai découvert ce milieu-là par Martin Latulippe, qui est pour moi un mentor en termes de marketing et de vente en ligne. Et donc, en fait, comment est apparu ton nom? J'avais entendu ton nom du côté, moi, de Romain Collignon, parce qu'il y avait quelques personnes qui apparemment étaient coachées par toi. Oui, probablement. Voilà, il y en avait quelques-uns, j'en ai vu d'ailleurs sur ton site. Et puis, j'ai une amie belge qui t'a contacté il n'y a pas très longtemps, je pense, et qui est intéressée par le coaching avec toi et qui va probablement qui va être suivi avec toi. Et donc voilà, je me suis dit, là, je pense que j'ai quelqu'un. Puis j'étais voir ton site et puis là, ça a été la grosse claque parce que j'ai vu le CV, j'ai fait ouf, il y a quelqu'un de sérieux en face. Alors, je vais peut-être te laisser te présenter à nos auditeurs du podcast et puis après, on continuera la discussion. Ouais. Merci déjà, David, de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis contente d'être là. Donc, moi, c'est Laure Matsoukas. Alors, je suis professeure de finance aux États-Unis et j'ai fondé LMK Training. Donc, chez LMK Training, on accompagne les entrepreneurs avancés pour les aider à prendre en main leurs finances, à piloter leur entreprise, à structurer et à investir, à en fait prendre les bonnes décisions pour développer une entreprise à leur service. Voilà. Ok, super. Et j'ai du coup été un peu regardé évidemment partout où je pouvais trouver de l'info et j'ai trouvé des chouettes interviews aussi sur YouTube. Ouais. Et il y avait une des interviews et je pense qu'on peut commencer par ça où tu parlais qu'il fallait vraiment prendre la position du chef d'entreprise. Ouais. Et moi ça m'a interpellé parce que moi j'ai quelques livres comme ça qui sont un peu fétiches. Et j'ai notamment le livre Imite de Michel Gerbert, je crois. Voilà. Voilà. Et lui parlait des 3 niveaux d'entreprise, les 3 niveaux dans l'entreprise, et que souvent l'entrepreneur devait être celui qui a la vision, celui qui vérifie, qui regarde dans le futur. Et moi, j'ai des parents qui sont des artisans. Qui n'ont pas cette vision du futur, en fait, ils sont parce que le quotidien est compliqué à gérer quand il y a une grosse boîte et donc ils n'ont pas toujours cette vision-là. Et par contre, quand
quand je vais du côté de l'infoprenariat, j'ai l'impression qu'il y a ni de vision, enfin c'est compliqué. J'ai l'impression qu'en fait leur objectif c'est uniquement de vendre et il y a l'aspect vente, mais il n'y a pas l'aspect fonctionnel autour de l'entreprise. Et c'est quoi ton avis par rapport à l'infoprenariat, le chef d'entreprise, puisque tu travailles avec les deux? Alors, déjà, dans chef d'entreprise, il y a cette notion d'entreprise qu'il n'y a pas dans la notion d'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est un être Ça, c'est humain. mon chien. Voilà, tout va bien. Pas de problème. Donc, il y a cette notion d'entreprise dans chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une entreprise derrière lui. Et souvent, dans l'infoprenariat, finalement, c'est l'entrepreneur qui est son entreprise et il voit son entreprise comme le prolongement de lui-même ou d'elle-même. Et ça, si tu veux, pour moi, le chef d'entreprise, il commence déjà à avoir assez de recul. C'est une question de posture. Finalement, il s'élève suffisamment dans son entreprise pour voir son entreprise avec clarté, pour se rendre compte que son entreprise est une entité séparée et qu'elle doit vivre sans lui. Mais quelque part, c'est naturel de commencer, de créer son entreprise et de voir son entreprise comme son cœur, un troisième bébé, ou tu vois, c'est normal. Ouais, c'est vrai. Mais au bout d'un moment donné, il faut réussir, si on veut vraiment développer une entreprise à son service, qui ne dépend pas que de toi, il faut à un moment donné accepter de s'élever et se dire, bon, bah, on est en fait chef d'entreprise, il faut construire des systèmes, il faut construire des process, il faut faire en sorte que cette entreprise, elle vive sans moi. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais jamais pouvoir partir en vacances, je ne vais jamais pouvoir avancer avec sérénité, je ne vais jamais pouvoir finalement à la retraite, tu vois. C'est vraiment cette notion de, OK, on peut commencer comme entrepreneur, et d'ailleurs, il faut commencer comme entrepreneur, mettre les mains dans le cambouis, tout faire. Moi, je trouve ça naturel. Et à un moment donné, il faut accepter de s'élever dans son entreprise, de lâcher prise, de lâcher le contrôle, c'est vachement compliqué, hein, mais lâcher le contrôle et de se dire, OK, mon entreprise, bah, c'est une véritable entreprise, quoi. Elle vit, elle doit vivre toute seule, c'est pas moi. Il faut que je lâche. Il faut que j'accepte que je suis aussi chef d'entreprise. Et pour moi, un chef d'entreprise, il a toujours une vision. Ça ne l'empêche pas d'être visionnaire, ça ne l'empêche pas d'avoir une vision sur ce qu'il veut et de faire avancer son entreprise vers sa vision. Mais quand même, il voit avec clarté l'entièreté de son entreprise et il a les bonnes informations au bon moment. Et comme tu dis, finalement, il voit autre chose que la vente, il voit plus loin que la vente, il voit plus loin que son chiffre d'affaires. Et il voit tout. Il voit que son entreprise, c'est une maison. Et tu pourrais associer cette problématique à quoi en fait? Moi, je pense, enfin, j'essaie d'analyser. Nous, en Belgique, on n'a pas ce statut-là, le statut d'auto-entrepreneur que vous avez en France. Est-ce que c'est ce fait de pouvoir finalement, ce qui est positif, créer très rapidement une structure officielle pour pouvoir vendre? Est-ce que c'est ça qui fait que finalement, soit il y en a qui se plantent parce qu'ils n'ont pas l'organisation, soit il y en a qui sont débordés et qui donc du coup n'ont pas eu la possibilité d'apprendre en fait. Il y a pas un permis pour devenir entrepreneur. Et ça, on oublie si tu veux. Et si tu oublies cette partie-là de chef d'entreprise, c'est-à-dire de gérant, de manager, d'innovateur, il y a un petit souci. Ça ne marche pas. Et si tu veux, le statut d'auto-entrepreneur, je trouve que c'est un bon statut pour tester parce que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Aujourd'hui, on entend si vous vous embêtez dans votre travail, soyez entrepreneur, créez votre boîte. Je suis désolée, mais c'est pas pour tout le monde. Ah ouais, ça, on est d'accord. Donc, l'auto-entreprise, ça peut être un moyen de tester pendant 1 an, par exemple, si ça nous convient. Parce que c'est dur au final, c'est solitaire, c'est compliqué. Donc, est-ce que ça nous convient vraiment? Prenez le statut d'auto-entrepreneur pour tester. Mais 1 an, au bout d'un an, il faut passer à autre chose. Il faut se rendre compte que finalement, l'auto-entreprise n'existe pas. Il y a la véritable entreprise qui existe et c'est la seule qui existe au final. Donc, mais ça peut être un bon moyen d'essayer parce que ça ne coûte pas grand-chose, c'est facile, l'État français aide. Donc, ça peut être un bon moyen de tester cette histoire d'entrepreneuriat. Mais moi, je vois plutôt les échecs entrepreneuriaux, c'est surtout à cause, à mon avis, de cette idée que quand on est entrepreneur, même entrepreneur individuel, on n'est pas vraiment chef d'entreprise. C'est pas vrai. Dès le premier jour où vous créez votre boîte, vous êtes chef d'entreprise. Vous avez des obligations, déjà,
qu'il faut suivre, sinon dépôt de bilan, déjà c'est la première chose. Et chef d'entreprise, ça veut dire aussi prendre des décisions. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne les décisions. Donc, si vous, entrepreneur, vous êtes qu'expert, si tu es qu'expert, tu ne prends pas les décisions pour développer ta boîte, ta boîte, elle ne se développe pas. Ouais, c'est clair. C'est juste ça, en fait. On ne peut pas juste être expert et délivrer le service au client et se dire tout le reste, ça m'embête. Souvent, on se retrouve, nous, on en côtoie beaucoup. Et puis, je suis passé aussi par là il y a quelques années pour rencontrer un peu le monde de l'infoprenariat. Et on découvre souvent des gens qui sont en effet des experts et puis qui, alors sur le web principalement évidemment, et qui ont peut-être cette impression que tout peut être gratuit en fait et qu'on peut tout faire gratuitement. Et il y a toujours un gap entre je démarre en tant qu'auto-entrepreneur, je ne veux pas investir. Il y a une relation à l'argent aussi qui est compliquée. Je me souviens, que tu parlais du flux d'argent. Ouais. Et je trouve que c'était très intéressant ça comme approche de parler de cet argent qui rentre et qui sort, de l'investissement. Et souvent, j'ai l'impression qu'on n'est pas là-dedans en fait. Souvent, moi, j'ai par exemple des gens qui viennent chez moi, j'ai besoin d'aide pour rentrer dans le monde digital. Et puis, je leur explique ce qu'on va faire. Et puis, on en vient à parler évidemment d'argent. Et là, c'est ah oui, mais j'ai pas les moyens, ou j'ai pas ceci, j'ai pas cela, alors qu'ils vont acheter plein de formations dans tous les sens sur le web. Mais construire sa structure pour développer son produit, ça, c'est. Est-ce que c'est lié à l'argent, uniquement à l'argent, tu penses? Est-ce que c'est une difficulté financière? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, généralement, l'entrepreneur, il est focalisé sur son chiffre d'affaires au lieu justement de voir son entreprise dans son entièreté, si tu veux. C'est bien l'argent qui rentre, mais ton chiffre d'affaires, c'est pas ce que tu as sur ton compte en banque à la fin, non, sur ton compte d'entrepreneur, ni sur le compte en banque de ton entreprise, parce qu'il va falloir que ton client te paye en temps et en heure, que tu payes toutes tes charges, que tu payes l'État, etc. Donc, si tu es focalisé que sur ton chiffre d'affaires, tu ne peux pas prendre les bonnes décisions, premièrement. Donc, c'est vraiment la différence entre un chef d'entreprise et un entrepreneur. Un chef d'entreprise, il comprend que son entreprise, elle a plusieurs briques. Et la seule brique, ce n'est pas l'argent qui rentre. C'est aussi l'argent qui sort, c'est aussi l'investissement. Et l'investissement, c'est une brique fondamentale du développement d'entreprise. Ouais, j'ai travaillé sur 3 continents. Ça fait 15 ans que je travaille en finance. Je fais des recherches. Je suis chercheur aussi. Et honnêtement, sans investissement, il n'y a pas de développement. C'est la base. Donc, il faut investir pour développer son entreprise. Le problème, c'est qu'il faut faire les bons investissements. Oui, c'est pas évident. Parce que si tu fais les mauvais investissements, ça peut mettre en péril ton entreprise. Mais c'est ça, être chef d'entreprise. C'est prendre des décisions au quotidien, finalement, qui ne sont pas toujours des décisions faciles, mais c'est ça, être chef d'entreprise. Et il faut investir en fonction de tes priorités. Pour moi, au début, la priorité d'un entrepreneur, ça doit être quoi? Ça doit être déjà de développer une offre de service qui réponde à un besoin client. Déjà, c'est la priorité. Ouais, c'est bien. Parce que si tu développes quelque chose et qu'il n'y a personne qui achète, ça n'ira pas. Oui, mais souvent, on voit déjà la première brique de l'entreprise, il y a une problématique. Donc, aller à la rencontre de son client, comprendre son besoin. Et parce que des fois, on crée une boîte et on se dit, moi, je suis sûre de savoir ce qu'a besoin mon client. Ça ne marche pas comme ça. Il faut sortir de chez soi. Première brique. Ensuite, il faut aller chercher le client, investir, donc un site internet pour se rendre visible, communiquer correctement, aller voir, tu vois. Donc, en fonction de son stade de développement, il y a toujours des investissements à faire. Mais oui, si on sait, si on décortique finalement son entreprise et le développement de son entreprise en étapes, pas à pas, on peut y arriver. Bien sûr. Pas de problème, mais il faut investir à chaque étape. Les investissements du début ne sont pas les mêmes que les investissements plus tard. Oui, clairement. Je reviens sur ce que tu disais avec le chiffre d'affaires et ce qui reste sur le portefeuille, dans le portefeuille, pardon. Ouais. C'est quelque chose qui, moi, m'a toujours frappé, en fait, et on le voit de plus en plus sur le web. On a un peu, nous, on a une tendance à dire les fous du web sont ceux qui te promettent la lune et finalement, tu n'en vois pas grand-chose. Mais malheureusement, tout le monde, même ceux qui réussissent bien, parlent de chiffre d'affaires. Donc, ils ont eu un chiffre d'affaires de ceci, de ça, et jamais de retour sur investissement. Est-ce que ça serait, voilà, est-ce que ça serait pas, après c'est peut-être aussi un blocage de société ou peut-être un blocage français. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Est-ce que dans les autres pays, par exemple, on parle vraiment du bénéfice? Tu vois, moi, je gravite avec des gens qui font de la pub Facebook, par exemple. Ils vont vous dire, oui, on a gagné 15 000 euros en un jour.
mais il y a 11 000 euros de publicité. Donc, il reste 4 000, sur ça, il y a les charges. Donc, finalement, qu'est-ce qui reste de cet investissement-là? Donc, je trouve que moi, ça devient un investissement à risque vu Alors, ça dépend l'investissement. de l'entreprise, mais je suis d'accord avec toi. On est tellement focalisé sur le chiffre d'affaires. Moi, j'ai des entrepreneurs qui viennent me voir qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui se payent moins qu'un entrepreneur qui fait entre 70 000 et 100 000. Ah ouais, ça, je suis certain. Parce que leur modèle économique, si tu veux, ne tient pas complètement la route parce qu'ils sont focalisés sur une seule brique, la brique du chiffre d'affaires. Ouais. Et qu'ils ont donc tout ça, en fait, la maison de ton entreprise, c'est le modèle économique. Si tu veux, pour que ton entreprise elle puisse être rentable, c'est-à-dire qu'elle te paye toi, et que tu puisses continuer à réinvestir dedans, il faut que toute ta maison soit sur des fondations saines et pas juste une brique. Sinon, si tu veux, ça tombe. Hein. Donc, c'est compliqué. Et ça, c'est un vrai problème. Je suis d'accord sur le fait que c'est un vrai problème. Que si on est focalisé que sur le chiffre d'affaires, et on oublie tout le reste, à la fin, on peut se retrouver finalement avec des ressources dans une situation financière délicate. Et donc, l'entreprise peut ne pas finalement tenir sur le long terme. Et ça, c'est vraiment un grand souci. Alors, est-ce que c'est sociétal? Est-ce que c'est un problème avec l'argent? Pour avoir été en Asie, aux États-Unis, les chiffres d'affaires, ils sont balancés dans tous les pays. Hein. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qu'on balance. C'est la norme, quoi, en fait. Ouais, c'est la norme. Allez, si vous voulez passer au million d'euros de chiffre d'affaires, moi, je dis toujours, attention, vous voulez passer au million d'euros de chiffre d'affaires, moi, OK, je vous accompagne, mais qu'est-ce que ça veut dire? Allons chercher derrière. Ça veut dire qu'il faut avoir une équipe, ça veut dire qu'il faut payer cette équipe, ça veut dire que vous allez avoir des charges fixes beaucoup plus importantes, ça veut dire que vous allez gérer un paquebot et que vous allez être beaucoup moins libre. Et peut-être que quand vous avez créé votre entreprise, vous vouliez être libre, voyager. Bon, quand on a une équipe de Moi, je dis toujours petit chiffre d'affaires, petit problème. Gros chiffre d'affaires, gros problème. En fait, ça dépend. On peut avoir un gros chiffre d'affaires et créer un modèle économique qui soit plus souple, si tu veux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avancer petit à petit. Ça veut dire qu'il faut le créer, ce modèle économique. Ça veut dire qu'il faut la créer, son entreprise. Donc, souvent, les entrepreneurs pensent que la croissance, elle est comme ça. D'ailleurs, parce qu'on entend le monde de l'infoprenariat. Ouais, vous pouvez faire 1 million d'euros en 2 ans, par exemple. J'exagère un peu, mais... C'est pas loin, c'est pas loin. Donc, on pense qu'en fait, la croissance, elle est comme ça, d'une entreprise. Mais la vraie croissance... Voilà, celle qui permet la rentabilité, la pérennité, en fait, c'est l'alternance de phases de croissance et de phases de plateau, phase de croissance et de phases de plateau. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces phases de plateau? On consolide son entreprise, on crée son entreprise. Finalement, on fait en sorte que son entreprise soit prête pour la croissance d'après, tu vois. Et donc, ça veut dire travailler sur des choses moins fun. Les systèmes, les process, les finances, et faire en sorte que l'entreprise nous convienne à 100%. Il faut un temps où on travaille vraiment sur son entreprise et pas que vers le million. Mais c'est pas facile, hein, parce que moi, je me souviens, quand j'ai démarré, bon, alors évidemment, toute ma famille, ils travaillent tous en couple et ils ont tous une entreprise, donc forcément, je gravite dedans. Ma mère est expert comptable, donc forcément... je gravite dans les chiffres, mais je déteste ça. C'était vraiment compliqué et c'est maintenant, ça fait 4 ans là que j'ai créé ma structure. Enfin, on a créé avec ma femme. Mais j'avoue que c'est seulement depuis, allez, on va dire 1 an sérieusement que je commence à me rendre compte que si je ne structure pas complètement l'entreprise, ça va pas fonctionner. Mais toi, quand les gens arrivent chez toi, comment tu fais pour que ça soit un peu sexy? Parce que là, maintenant, moi, évidemment, je suis passionné par ce que tu dis. Ça m'intéresse parce que là, j'ai le mindset, il a switché, il est passé. J'y suis pas encore tout à fait, mais voilà, je commence à comprendre les process, la structure, parce que aussi le nombre de clients fait que tu es obligé de te structurer. Sinon, tu meurs quoi, dans ton timing. Voilà comment je fais. C'est que les clients, ils arrivent vers moi, ils comprennent déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu fais 1 million d'euros, même 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu ne te payes pas de salaire tous les mois, il y a un souci. Si tu travailles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il y a un souci. Si tu es tout le temps de la frustration, si tu es démotivé, il y a un souci. Donc finalement, généralement, on toque à ma porte, on ne sait pas vraiment comment faire, mais il y a toujours un pourquoi.
Il y a toujours une problématique qui a besoin d'être résolue. Tu vois. Donc Et ils ont facile à le faire ou bien c'est compliqué pour eux? Les gens qui viennent chez toi, c'est mon travail de rendre les choses faciles. Ça s'apprend d'être chef d'entreprise, honnêtement. Et moi, j'ai des entrepreneurs dans des secteurs d'activité totalement différents, dans le bien-être, dans le consulting. Enfin, tu vois, rien à voir, hein, le RH et bah, ça marche. C'est son entreprise, hein, l'entrepreneur. Donc, quelque part, il y a l'envie vraiment d'arriver à cet objectif qui est de passer à l'étape supérieure, de se payer, d'avoir une équipe. Avec cette envie, on peut tout faire. Après, c'est une question d'outils, c'est une question de compétences, c'est une question d'être accompagné. Ça, c'est mon travail. Donc, et c'est aussi le fait, mes entrepreneurs sont visionnaires, mes clients sont visionnaires. Honnêtement, ils ont une image vivide de ce qu'ils veulent dans 20 ans. Et cette image, je les porte au quotidien. Mon travail, c'est simplement de mapper le chemin pour arriver à cette vision et de faire comprendre que finalement, pour arriver à cette vision, il y a des étapes intermédiaires. Et une fois que tu avances pas à pas, avec des étapes intermédiaires, ça devient beaucoup plus facile. Et puis que tu as les bons outils. Si tu veux être chef d'entreprise, c'est avoir les bonnes informations au bon moment pour prendre les bonnes décisions. Avoir les bonnes informations, déjà, il faut mettre en place des choses dans ton entreprise, c'est ce qu'on fait. Et après, il faut arriver à lire ces chiffres, tu vois. Oui. Aussi, finalement, c'est tes chiffres, tu connais ton entreprise par cœur quand tu es chef d'entreprise. Donc, quand tu vois tes chiffres, c'est les tiens, ils t'appartiennent, c'est toi qui as créé tout ça, tu as envie d'apprendre à les lire. C'est beaucoup plus facile que, tu sais, je ne sais pas si tu as fait des études de gestion, tu as des entreprises qui ne veulent rien dire pour toi, tu ne comprends pas les chiffres. Quand c'est ton entreprise, ce n'est pas du tout pareil. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Ouais, Donc, honnêtement, ça s'apprend, c'est possible. C'est vrai que j'ai suivi ta formation que tu offres sur ton site, qui est super d'ailleurs. Hein. J'encourage tout le monde à y aller. Je le mettrai d'ailleurs dans les commentaires du podcast. C'est vrai que c'est je trouve, la partie qui est finalement compliquée parce que c'est un langage. Tu emploies des termes qui sont assez précis. C'est vraiment un langage qu'on ne connaît pas. C'est pour moi une nouvelle langue. D'aller chercher autant je vais aller chercher des KPI sur des sites internet, sur des Google Analytics, tout ça, ça me parle, tu vois. D'ailleurs, c'est assez semblable finalement le processus que nous on parle de perception avant des stratégies pour trouver des actions. Parce que souvent chez nous, voilà, c'est pareil. Donc chez nous, on vient nous chercher et on nous demande souvent le comment avec les outils. Et puis avant ça, on dit oui, mais pourquoi vous voulez faire ça? Exactement, moi je fais pareil. Voilà, donc c'est assez rigolo. Mais c'est vrai que ce vocabulaire-là des finances, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident à analyser. Ils ont tendance à utiliser des mots très compliqués pour perdre aussi la personne. Enfin, c'est un problème des financiers, hein, je te le dis honnêtement. Ouais. Mais ça, c'est pareil chez nous. Hein. C'est vrai. Faire des choses compliquées alors qu'on peut le dire simplement. Mots, là, mais au final, quand tu décortiques ces mots avec ta propre entreprise et que tu montres ce que ça veut dire, hein, qu'est-ce que c'est la rentabilité? Tu vois, la première chose que je fais avec un client, c'est souvent de lui montrer combien, quand il facture 1 000 € par exemple avec un client, combien il récupère lui sur son compte perso d'entrepreneur. Donc très vite. Ça doit faire mal, ça. Ça part. Bon, sur 1 000 €, tu récupères 5 €. Ah non, mais il y a un problème. Tu vois, en fait, je comprends tout à fait. les choses, et ça, c'est aussi la rentabilité. Hein. Donc, quelque part, quand tu décortiques les mots compliqués en quelque chose qui a du sens pour l'entrepreneur, parce que les chiffres ont du sens pour lui, ben, ça devient facile. Hein. Donc, je pense que c'est comme le web, c'est compliqué avec tous ces mots, mais au final, si toi, tu es pédagogue et tu arrives à transmettre à ton client pourquoi, quel est l'objectif, quel est le sens derrière, ça marche. C'est exactement la question que je voulais te poser, c'est rigolo. Parce que finalement, c'est beaucoup de pédagogie, quoi. Je pense qu'au départ, tu commences par former les gens, en fait. Hein. Je pense que si tu veux, je ne fais pas du consulting, hein. C'est de l'accompagnement. C'est ce que nous, on appelle aussi, quoi. Ouais. Bien sûr que je les aide et je leur mets en place des outils et je fais les diagnostics pour eux. Mais l'objectif, c'est qu'ils repartent et qu'ils sachent le faire eux-mêmes. C'est pas autonome, quoi. Et qu'ils aient tout le temps besoin de moi. Tu vois, c'est vraiment les aider à être dans cette posture de chef d'entreprise au quotidien, c'est-à-dire avoir les bons réflexes, à développer un muscle. Je suis pas prof pour rien, hein, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai 20 ans dans l'enseignement, hein, donc on se rejoint sur beaucoup de choses. Voilà. Ça reste toujours, tu vois, cette envie de transmettre en fait les compétences, pas de les garder et de les retenir.
Et quand tes clients, enfin, nous on les appelle partenaires, parce que je trouve que le client prestataire, c'est un peu, voilà, mais pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, quand tes clients viennent, euh, c'est quoi l'objectif pour les gens? C'est parce que moi, tu vois, je suis arrivé à un stade maintenant où je sais qu'il faut optimiser l'entreprise Ouais, plus qu'essayer de plus vendre. Parce que pour le moment, si j'optimise pas, je vais pas réussir à vendre correctement. Donc là, on est passé à une phase où il faut optimiser, il faut les process, il faut structurer, il faut mettre en place les choses. Euh, on est en train de voir aussi avec un avocat pour les droits d'auteur, pour la fiscalité, pour essayer de diminuer les charges. Hein. On ne peut pas dire qu'en ouais. Europe, ce soit facile. Euh, Ça t'arrive, toi, de travailler plus sur ça, sur l'optimisation, sur la vente, tu fonctionnes comment? Alors, si tu veux, la première chose que je fais, c'est toujours regarder, faire un état des lieux. Donc, mon client, il arrive avec un objectif de fin, tu sais. Je veux ça. Ouais, ouais, ouais. Et moi aussi, je veux ça pour toi. Mais où est-ce que tu en es vraiment aujourd'hui? Premier, un vrai diagnostic, une vraie prise de recul, mettre tout à plat. Et souvent, déjà là, il y a des énormes prises de conscience parce que quand on travaille dans son entreprise au quotidien, tu sais, quand on est Ouais, le finalement, nez dedans. on ne voit plus les choses correctement, on ne voit plus ce qui se passe vraiment correctement. Et donc, la première chose à faire, la première chose que je fais, c'est lui montrer vraiment ce qui se passe. Par exemple, cette histoire de rentabilité. Mais au fait, tu n'es pas rentable, tu peux continuer à vendre ce que tu veux. Tu ne vas pas récupérer assez à la fin pour toi. Donc, il faut déjà changer ça. Arrête de vendre toujours plus. Il faut travailler sur le reste en dessous, c'est-à-dire les flux qui sortent, c'est-à-dire investir correctement au bon endroit, c'est-à-dire faire attention à tes charges, tu vois. Donc ça, et souvent, très souvent, c'est une réalisation que j'ai avec mes clients. C'est bien de vendre, c'est bien de vendre, c'est bien de vendre, mais s'il y a tout qui part, c'est cette histoire de flux d'argent. C'est bien de Ouais. faire rentrer de l'argent, mais s'il y a tout qui part après, parce que tu n'investis pas au bon endroit correctement, parce que tu n'as pas optimisé tes charges, bah, tu peux continuer à vendre, hein. Il y aura toujours plus de charges, quoi. Donc, il faut faire attention à cette histoire de vendre plus pour moi, ou de toujours développer son chiffre d'affaires, parce que si derrière, on ne s'est pas occupé du reste et du flux sortant, on peut vendre plus, ça ne marchera pas à la fin quand Ouais, même. ouais, ouais. Mais tu es un peu à contre-courant quand même. Hein. Enfin, moi, j'adore entendre ça, ça me fait du bien. Je ne Je sais dis, pas si tu es enfin, contre-courant. mais c'est parce qu'en fait, si tu regardes sur le web maintenant, comme l'idée, c'est toujours de vendre, de vendre, de vendre, euh, maintenant, tu arrives avec cette option du high ticket, du produit haut de gamme, on va en manger pendant des mois. C'est un système qui va se mordre la queue, en fait, puisque, bon, moi, tu vois, vu ton expertise ça, et l'expérience derrière, parce que les deux, pour moi, sont différents, euh, mais vu les deux, ça ne me dérangerait pas, tu vois, d'avoir un suivi avec toi, parce que je sais que derrière, il y a cette expertise et il y a cette expérience qui fait que l'argent que je vais dépenser est rentabilisé. Enfin, en tout cas, j'estime qu'il va être rentabilisé, je l'espère en tout cas. Mais là, maintenant, on se retrouve avec... moi, j'ai eu des coups de téléphone, par exemple, de petits jeunes. J'ai rien contre les jeunes, hein, j'ai 44 ans, donc voilà. Euh, j'ai rien contre les jeunes, mais qui viennent pour me proposer, par exemple, un suivi pour développer mon business à 10 000 euros, tu vois, genre les 2 heures. Enfin, j'exagère, mais c'est pas loin de ça. Et ça m'embête, moi. Ça m'embête parce qu'en fait, j'ai l'impression que plutôt que de faire ça, il ferait mieux d'optimiser leur entreprise, essayer de continuer à vendre leurs produits, d'être structuré. Je dis pas qu'il faut pas être contre le high ticket, mais c'est pas pour tout le monde, quoi. C'est un peu comme l'entrepreneuriat finalement. Je sais pas ce Non. que toi tu en penses, mais voilà, ça me perturbe moi ce truc de high Pour être ticket. complètement transparente, j'ai créé donc ma boîte il y a 5 ans. Et j'ai un doctorat, j'ai enseigné dans les plus grandes universités à travers le monde, j'ai travaillé pour toutes les grosses boîtes, de la plus grosse à la plus petite, tu vois, donc une sacrée Ouais, expérience. ouais, ouais. Et j'ai pas commencé avec du high ticket, j'ai pas commencé avec du premium. J'ai commencé par aller à la rencontre de mon client et de voir ce dont il avait vraiment besoin et de le Ouais, construire avec lui. Bien entendu, petit à petit, j'ai fait évoluer tout ça. bien Et sûr. aujourd'hui, j'ai du premium. Je le dis honnêtement. Mais ça veut dire quoi avoir du premium? Ça veut dire qu'il faut, si tu veux, ma technique marketing, c'est faire du bon café à mon client. Il faut que Ouais, mon exactement. café, mon client, ce soit une expérience. Il faut que je lui offre le meilleur café pour qu'il ait envie de revenir et pour qu'il en parle aux autres. Parce que sinon,
Si je mens mes services à un super high ticket, mais derrière, il n'y a rien, c'est du court terme, ça. Je peux dire que ça s'évite, hein, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment, pour vendre du premium, il y a un certain nombre de choses derrière. Hein. Il faut que ton service client il soit impeccable. Il faut que tu crées extrêmement de la valeur pour tes clients. Il faut que tu lui offres une expérience et il faut que tu délivres des résultats. Hein. Mhm. Donc, le high ticket, c'est bien, mais en fait, derrière, il y a une machine. Hein. Tu vois, derrière le premium, il n'y a pas rien. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est quoi pour toi une offre premium, sans rentrer dans les détails de ton offre, mais c'est quoi pour toi quelque chose de premium? Parce qu'on a eu une discussion comme ça. Moi, je suis dans un mastermind franco-québécois, comme ça situe un peu le lieu. Et on a eu une discussion sur ça, parce que certains disaient, voilà, moi, je fais du high ticket. Et puis, quand tu analyses le prix, alors ils sont, voilà, il y a des produits à 6 000 euros, mais tu analyses le produit, c'est 6 000 euros sur l'année, tu vois. Donc, en fait, ça fait 500 euros par mois. C'est un temps qui est énorme, avec probablement beaucoup trop de temps qui vont être utilisés, enfin, qui vont être proposés aux clients. Donc, pour moi, c'est pas du high ticket. Pour moi, le high ticket, enfin, je sais pas ce que toi tu en penses, mais c'est vraiment j'offre mon cerveau et j'ai presque une ligne rouge, quoi. Tu vois, si tu as un souci, tu m'appelles. Je sais pas comment toi tu le vois, le high ticket. En fait, je pense que le high ticket, pour moi, ce serait plutôt à partir de 1 000 euros par mois. Mais pour ça, effectivement, il faut délivrer, hein, on est d'accord. Après, je pense qu'on peut quand même dire qu'à partir de plusieurs milliers d'euros, on commence à être dans les accompagnements premium. Tout le monde ne peut pas vendre des accompagnements à plusieurs milliers d'euros. Hein. Il faut être complètement honnête. C'est clair. Surtout en France. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est que, comme tu le disais, c'est quelque part derrière le high ticket et derrière le premium, il n'y a pas rien, quoi. Enfin, il faut, si le client il a besoin de toi, il faut que tu sois là pour lui, quoi. Tu vois. Bien sûr. Et il faut que tu répondes à ces problématiques. Donc vendre, ok. Moi, je me souviens que j'avais entendu une coach qui disait bon, tes tarifs aujourd'hui c'est 1 000, tu rajoutes un zéro et c'est bon. Ouais, j'avais entendu ça en conférence. Ben non, en fait, ça ne marche pas comme ça, si tu veux. Un high ticket, le premium, ok, soit si tu as quelque chose à vendre en premium, si tu as une véritable expertise, si tu apportes de la véritable valeur à ton client, ok, mais ça se construit dans le temps déjà. Et ton entreprise, ton positionnement doit être premium aussi. Hein. Ouais, C'est toi qui fais dans le digital, si tu n'as pas une image de premium, tu ne peux pas vendre du premium. Hein. Ça peut pas marcher. Non, c'est pas possible. Mais bien sûr. Possible. Donc, moi, je ne suis pas contre le premium. Hein. Vu que je vends du premium, je ne peux pas dire que je suis contre le premium. Mais attention, le premium, c'est pas juste vendre ses services à 5-10 000 euros. Quoi. Oui, c'est ça. C'est en individuel, toi, ou c'est en groupe? Parce qu'il y a aussi ça qui vient un peu des États-Unis, c'est le premium. Ouais, okay. Moi, c'est en individuel. Moi, le premium, si tu veux, les chiffres et la stratégie, c'est très touchy. C'est vrai aussi. Ouais, c'est juste. Compliqué. J'estime aussi que les chiffres, il ne faut pas les partager. Hein. Je ne suis pas forcément pour dire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Hein, parce que, bon, ça ne se partage pas vraiment. La stratégie, ça ne se partage pas toujours. On fait du co-développement chez LMK Training. On se retrouve une fois par an, tous ensemble, tous mes clients, et ils co-développent leur entreprise. Mais les chiffres, ça reste du confidentiel et de l'individuel parce que ça touche à des choses qui sont un peu plus personnelles et sensibles. Voilà. C'est bien parce que tu me donnes la suite des questions. Parce que j'ai cette... alors, c'est, je pense, une croyance, c'est ma croyance actuelle, de ce complexe franco-français qui est de ne pas être à l'aise justement avec cette notion d'argent. Alors, justement, comme toi, tu as travaillé sur plusieurs continents, c'est exactement la bonne personne pour me répondre à ça. Tu vois, par exemple, j'ai travaillé l'année passée ou il y a 2 ans avec une boîte française qui est une grosse start-up qui démarre bien. Et en fait, ils ont un produit qui est très, très puissant. Et c'est de l'outil en ligne. Donc, c'est vraiment de l'outil pour faire de l'animation de réunions de façon interactive. Et figure-toi que pour s'abonner chez eux, il fallait télécharger un formulaire, l'écrire, le signer, le faxer,
le faxer, donc envoyé par email, quoi, en gros. Hein. Mais il y avait le mot fax à l'époque dessus. Et c'était vraiment une boîte qui est à la pointe. Et quand je leur ai demandé, mais pourquoi vous ne mettez pas les prix sur vos sites? Ils m'ont dit non, mais on préfère faire une démo. Et si on regarde les sites américains, par exemple, très souvent les prix sont inscrits directement. Et alors qu'ici, en France, on a très peu les prix. Comment toi tu vois la chose? Parce que par exemple, sur ton site, on ne sait pas les prix. Mais sur le mien, j'avais mis les prix, puis j'ai enlevé parce que j'avais l'impression que peut-être ça bloquait au départ. Comment tu vois toi ça, Alors, cette notion d'argent, de visualisation de l'argent, quoi? Alors, c'est sûr que, tu vois, j'ai vécu 4 ans en Asie, 3 ans aux États-Unis, 10 ans en Allemagne. On n'a pas le même rapport avec l'argent qu'en France. Hein. Dire son salaire, c'est pas un problème. J'ai bossé pour des boîtes américaines aussi, tout le monde connaît le salaire de tout le monde. Enfin, voilà quoi. Oui, c'est là. Oui, oui. Dire ça comme ça. C'est pas forcément sain toujours, hein, mais ouais, je comprends bien. Parce que chez eux, il y a aussi une notion de valeur sociétale en fonction. Ouais, voilà, ça c'est pas top. La valeur dépend aussi de combien tu gagnes. Ouais, c'est un souci aussi. Ouais. Mais bon, il n'y a pas ce problème. On parle d'argent librement, facilement. Bon, en France, beaucoup moins. Pourquoi? C'est une question de notre culture catholique aussi. Hein, tu sais, l'éducation catholique qui fait que, bon, voilà, c'est pas l'éducation protestante ou américaine, on n'est pas du tout dans les mêmes façons de voir l'argent. Mais au niveau des prix sur les sites, pour moi, il y a une différence entre produits et services. Ouais. Pour moi, ça n'a pas de sens de ne pas mettre de prix sur un produit consommable directement, par exemple, ou un outil. D'ailleurs, ma formation en ligne qui tourne toute seule, tu vois le prix. Tout à fait. Ouais. Sur les services, pourquoi je ne mets pas le prix? Pas parce que j'ai pas envie de donner mes prix, tout simplement, parce qu'il dépend de où tu en es dans le développement de ton activité. C'est pas pareil pour moi de bosser avec quelqu'un qui a 150 000 euros ou 1 million d'euros. Donc, c'est pas le même prix, tout simplement. Donc, il y a une grille tarifaire chez LMK Training et elle n'est pas sur le site, mais j'ai aucun problème pour la partager dès le premier contact, tu vois. Je donne directement les tarifs de mes prestations. Et j'ai l'impression qu'aux États-Unis, dans la prestation de service, il n'y a pas non plus les prix sur les sites. Pour moi, tu vois, il y a la différence entre services et produits consommables directement. Oui, il y avait mais bon, c'est peut-être un cas. Mais alors, je suis d'accord sur le fait que la relation à l'argent, elle n'est pas du tout la même en France qu'ailleurs, en tout cas là, ailleurs où j'ai vécu, que ça libère aussi de parler d'argent facilement et tranquillement, ça peut libérer, mais attention, cette hiérarchie ou même cette histoire de ce qui se passe là avec l'infoprenariat, de parler du chiffre d'affaires, moi je fais 1 million ou moi je fais 200 000, moi je trouve ça dangereux quand même, parce que ça ne veut rien dire faire 200. Moi qui vois les chiffres derrière, ça ne veut rien dire. Ok, tu fais 1 million, mais combien tu gagnes? Est-ce que tu gagnes? Est-ce que tu vis confortablement? Est-ce que tu vis sereinement? Est-ce que tu as l'impression de respecter ton équilibre et tes besoins d'entrepreneur? Tu vois, pour moi, il y a cette notion-là qui n'est pas forcément reflétée dans le chiffre d'affaires ou dans l'argent ou dans... il faut regarder les choses dans son entier. Comment tu le présenterais alors du coup si tu voulais valoriser le fait que tu vois souvent quand on essaye de créer cette valeur perçue en fait à travers le site, à travers des pubs, souvent soit on est sur des témoignages de clients. Tu vois, par exemple, sur ton site, c'est super parce que tu vois tous les clients, tu lis les témoignages, tu dis OK, il y a du contenu quoi. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette alors moi c'est mon côté toujours pédagogique aussi de vouloir changer le monde, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour amener de la visibilité financière dans un milieu qui plutôt est centré sur un chiffre d'affaires? On pourrait dire quoi à la place, par exemple? Qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que dire voilà, j'ai gagné pour la première fois 800 € au lieu de mettre j'ai gagné 100 000 de chiffre d'affaires, c'est moins sexy évidemment. Moi, je pense que c'est comme pour moi, la clé de toutes les problématiques du monde, c'est l'éducation. Ouais. Quelle que soit la problématique dans le monde aujourd'hui, je pense que c'est pareil là, c'est une question d'éducation, si tu veux. Et il faut faire avancer les choses petit à petit. Hein. J'ai écrit un article dernièrement sur mon blog qui a
bizarrement, a eu beaucoup, beaucoup d'écho et d'impact sur le chiffre d'affaires, c'est pas votre indicateur de succès. Tu vois, je l'ai vu hier. Je sais plus comment je l'ai appelé, mais bon. Ouais, et il a été partagé et j'ai eu des retours sur ce… Parce qu'au final, quelque part, ça parle aux gens. Un entrepreneur, il voit ce qu'il y a dans les coulisses, tu sais. Bien sûr. Il crée son entreprise au quotidien et qu'il a des doutes au quotidien et qu'il travaille au quotidien, il se rend bien compte que derrière le chiffre d'affaires, il y a plein de choses. On se rend compte finalement très vite qu'entre trésorerie, chiffre d'affaires, bénéfice, il y a une différence. Et quand on commence finalement, au bout de quelques années d'activité, on s'en rend compte. On ne comprend pas toujours cette différence, mais on s'en rend compte. Et il y a eu un écho à cet article. C'est là où je me suis dit, voilà, il faut continuer simplement. Moi, je continue à partager mon message, tu vois. Et je n'ai pas de problème avec les entrepreneurs qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires, puisque c'est aussi mes clients. Bien sûr. Et c'est tant mieux, hein. Tant mieux. Même s'ils en font 10, c'est encore mieux. Moi, ce que je veux, c'est justement qu'il y ait ça. Tu vois, bien sûr. Plus il y en aura, mieux c'est. Plus il y en aura, mieux c'est. Mais c'est simplement éduquer sur le fait qu'est-ce qu'il y a derrière ce chiffre d'affaires. Donc, pour moi, c'est une question d'éducation. Donc, j'essaye à mon niveau et à mon échelle de… Non, mais c'est pour moi essentiel. Tu touches là un point qui est presque un peu… Alors, est-ce que c'est tabou? Je ne sais pas si c'est tabou, mais c'est un point qui est pour moi essentiel si on ne veut pas scier la branche sur laquelle on est, quoi. Parce qu'en fait, on est en train… Il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a des gens qui, du coup, achètent un produit pensant qu'ils vont obtenir la même chose. Or, le chemin, ils vont y arriver. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas y arriver, mais le chemin, il n'est pas aussi simple que ça. Il y a de la structure, il y a du temps, c'est des années. Ça ne se fait pas comme ça en 3 mois. Le gars qui dit faites 15 000 euros en 1 mois sans rien faire, les pieds dans le sable, ça ne marche pas, quoi. Et moi, je suis content de l'entendre. J'espère qu'on va être de plus en plus aussi à faire passer ce message-là. Parce que pour moi, c'est important. Ça marche. Tu vois, c'est possible. On peut vivre de son activité. On peut avoir quelque chose qui nous convient à 100%. Bien sûr. Il y a du travail derrière. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et souvent, il faut faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ouais. J'entends souvent, je ne sais pas si toi, tu as ça sur le digital, mais moi, j'entends souvent, mais les finances, les chiffres, c'est pas mon truc, tu vois. Donc, j'ai pas envie. Moi, oui, mais la technique, moi, je maîtrise rien. Ouais. Mais bon, dans le digital, la technique, c'est un outil au service de quelque chose. Donc, on essaye de ramener au pourquoi. Les chiffres, c'est au service. Ouais. À ton service. Et si tu devais… à ton service. Et parce que j'ai cru apercevoir dans une de tes vidéos que tu disais le business model Canva. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu emploies tout le temps ou ça arrive de temps en temps. J'ai fait évoluer le business model Canva. Je travaillais avec une coach en leadership, Nathalie Antonio Géraud de Revel Coaching. On a fait évoluer le business model Canva parce que, si tu veux, pour moi, au milieu de ton entreprise, il y a l'entrepreneur. Et l'entrepreneur doit évoluer en même temps que son entreprise. Tu sais, cette histoire de évoluer de entrepreneur à chef d'entreprise. Ouais. Et à leader, finalement, à un moment donné. Il faut lâcher le contrôle, il faut faire avancer les autres sans nous, etc. Donc, on a changé le business model Canva et on a posé l'entrepreneur au milieu du business model. Et on a fait évoluer le business model en fonction des stades de développement. Donc oui, je travaille sur le modèle économique que j'ai fait évoluer, mais je travaille dessus, si tu veux, parce que l'objectif, c'est que le client, il se rende compte… Une vue systémique, quoi. Ouais, c'est plus systémique. C'est justement, il faut que j'essaye de lui enlever le focus de la boîte chiffre d'affaires et de voir vraiment la globalité. Il y a plein d'autres boîtes, en fait, tu vois. Donc, je travaille avec le modèle économique, plus Canva, mais je travaille avec un autre Canva c'est ça. maison. Oui, parce que nous, on fait ça avec un digital business Canva. Voilà, donc on est aussi dans cette structure-là. Mais c'est vrai que si on avait un outil à donner aux infopreneurs, ça serait lequel? Quel serait vraiment le premier outil à maîtriser quand on veut se lancer? Tu prendrais quel outil, toi, ou je sais pas, ou quelle stratégie, c'est quoi la première chose à faire quand on veut se lancer? Parce qu'on en a parlé, on a échangé, tu as dit évidemment il faut un produit, ça c'est clair, et il faut aller chercher du client, ça c'est une évidence.
Mais si on veut aller vers devenir le chef d'entreprise, ça serait quoi la première clé pour toi? Je pense que la première clé, elle est déjà dans la tête, c'est-à-dire accepter que c'est une entreprise et le voir comme ça. Ouais, ouais. Après, il y a les outils pour t'aider à avoir cette clé-là. Et le premier outil, c'est poser les chiffres. Et même si on n'aime pas les chiffres, en fait, les chiffres sont le meilleur ami de l'entrepreneur. Parce que c'est les chiffres qui vous montrent la voie pour la décision, où investir, quand investir, comment investir, et éviter en fait le dépôt de bilan et faire développer l'entreprise. Donc, dès le début, même au premier euro rentré, il faut poser ce qui rentre et ce qui sort. Ouais, ouais. Ça, c'est juste un outil. Donc, Ouais. pour moi, il y a deux choses. Il y a l'état d'esprit, voir son entreprise dès le début comme une entreprise dans son entièreté, et quel outil utiliser pour ça. L'outil le plus impactant, celui qui marche le mieux, ce que j'ai vu avec mes clients, c'est de poser les chiffres. Simplement dans un fichier Excel, tu vois, en général, pas besoin d'avoir des usines à gaz, pas besoin d'avoir des trucs ultra sophistiqués, mais déjà, si on met ce qui rentre, ce qui sort en face, ce qui reste à la fin, d'une manière très basique, dès le début, dès le premier euro, moi, je pense que c'est extrêmement pertinent et extrêmement éducateur pour l'entrepreneur. Et ils ne font pas ça avec leur comptable, par exemple, quand ils font le bilan de l'année ou des choses comme ça, ils vont pas voir? Une fois par an, ça suffit pas, on est d'accord. Ouais. Ok. Il faut savoir à tout moment où tu en es. C'est pas une fois par an que tu prends des décisions, c'est trop tard. Enfin, tu vois bien, tu es entrepreneur toi-même, ça va vite, tout ça. Oui, bien sûr. Il faut prendre des décisions rapidement, il faut avancer dans l'année. Donc, si tu attends la fin de l'année avec ton expert comptable pour garder tes chiffres, c'est trop tard. Et le problème, c'est que c'est des chiffres comptables. Il va te présenter des trucs avec des numéros comptables, il va te le présenter sous son angle de comptable. Ouais, c'est vraiment pas sexy, ça c'est clair. Et puis ça marche très rarement, tu vois. C'est vrai. Toi, tu es là, mais en fait, je comprends pas ce que c'est, ce dotation aux amortissements ou ce truc, tu vois, parce que c'est comptable et ça reflète pas forcément ce que tu vis, toi, chef d'entreprise. Donc, il faut des outils de pilotage qui te permettent à toi de comprendre ce qui se passe et en temps réel et pas une fois par an. Et généralement, je sais pas comment c'est en Belgique, mais j'ai des clients en Belgique, c'est pareil. Ton bilan, tu l'as en avril. Oui, on l'a maintenant. Ouais, en avril, moi. Donc, c'est trop tard. C'est trop tard pour prendre des décisions, surtout dans les premières années d'activité, quand ça bouge, quand ça va vite, quand il faut avancer. Et en plus, pas en présent, puisque c'est comptable. Donc toi, tu regardes ça quoi? C'est le matin, un petit déjeuner avec un café ou c'est tous les mois? Parce que moi, en fait, je vais être honnête, je suis pas je commence à rentrer dans ce système-là, à comprendre. Donc nous, on est plutôt sur le trimestre puisqu'on fait les bilans TVA sur les trimestres, donc on fait un peu les bilans à ce moment-là. C'est là qu'on se rend compte qu'on a peut-être fait trop d'achats en effet. Trop de livres sur Amazon, par exemple. Enfin, voilà, alors qu'on avait un petit budget là-dessus et on a dépassé. C'est des petits détails, mais c'est ces petits détails qui font qu'à la fin, sur une année, ça fait beaucoup d'argent. Tu le regardes combien de fois, toi, comme ça, ces chiffres? Alors, ça dépend de où tu en es. Si tu veux, au début de ton activité, tu n'as pas besoin de regarder tes chiffres tous les jours, ni même tous les mois. Par contre, il faut planifier quand même tes investissements. C'est deux choses différentes. Mais au début, après, moi, j'ai mis en place un système de gestion chez moi, je le fais souvent chez mes clients aussi, où tout est en ligne, j'ai un logiciel de gestion, je peux regarder à n'importe quel moment et des fois ça me fait du bien. Donc, je vois mon chiffre d'affaires en temps réel, mes dépenses par catégorie en temps réel, tu vois, et ce qui va rentrer dans le futur, le mois prochain, je sais exactement combien d'argent il va rentrer le mois prochain, combien d'argent va sortir le mois prochain. Ça, c'est parce qu'on a mis en place un système qui est déjà plus, tu vois, avec des process derrière, qui est alimenté de manière régulière. Bon, ça, c'est à partir d'un certain stade de développement. Mais c'est important d'avoir ça, si tu veux, à partir de 150 000 euros de chiffre d'affaires, il faut quand même avoir ces chiffres quand on en a besoin ou quand on ressent le besoin. Avant ça, on peut avoir des fichiers Excel très simples qui te permettent d'avoir tous les mois ou tous les trimestres une vue sur ce qui rentre, sur ce qui sort et sur ce qui reste. Donc, ça dépend de ton évolution, en sachant qu'au début, quand même, tu investis énormément dans ton entreprise et c'est peut-être aussi un peu normal qu'au départ, tu te payes
pas forcément un salaire correct dès la première année ou dès le premier mois. Ça, il faut quand même le dire, il faut quand même le souligner. Ouais, quand on crée une entreprise, on investit, il faut investir beaucoup dès le début dans le développement de son entreprise. Du coup, on investit moins en soi, on investit plus en soi, c'est-à-dire qu'on se paye moins de salaire. Oui, c'est ça, parce qu'on investit en soi, mais d'une autre façon. Mais différemment, tu vois. Tout à fait. Ouais. Donc, en fait, combien de fois tu dois regarder tes chiffres? Déjà, si tu en ressens le besoin, il faut qu'il soit disponible. Si tout à coup, tu as un coup de stress, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, j'ai pas mal de clients qui tout à coup stress. Enfin, il faut que tu aies piqué. Dans ce cas-là, pour sortir le stress et pour faire de la place dans ta tête pour autre chose, parce que tu as besoin de place pour faire autre chose dans la tête, pas besoin de ce stress, pas besoin de cette insécurité. On a déjà assez de soucis quand on est entrepreneur. Pas de brouillard financier. Bien sûr. Dans ce cas-là, il faut avoir les chiffres. Si un jour tu t'es levé et tu t'es dit merde, je ne sais pas où j'en suis, excuse-moi, mais le terme, et ben dans ce cas-là, c'est qu'il est temps de mettre en place quelque chose pour que tu aies à tout moment les chiffres. Ok, je vais y aller parce que ça, je n'ai pas encore fait. Je vais démarrer ça tout de suite. Voilà. Non, écoute. Honnêtement, moi, je passe une demi-heure par semaine sur ma gestion. Ok, ouais. Et j'ai les chiffres quand je veux. Donc, c'est comme tout, je suppose dans le digital, c'est pareil. C'est une question de système et de process au bout d'un moment. Bien sûr. C'est de trouver aussi le bon outil qui va avec la bonne personne et l'équilibre qui fait qu'on se sente bien dedans, qu'on sache le lire facilement, c'est important. Moi, je suis contre les usines à gaz, je suis contre les trucs, les 50 indicateurs où tu les regardes même pas. Honnêtement, on n'a pas besoin de ça quand on est entrepreneur. On a besoin de 2-3 choses et on a besoin que ce soit fluide, facile, parce que on a autre chose à faire. Eh bien, écoute, c'était passionnant. Je suis vraiment ravi d'avoir fait cette interview. On a 50 minutes là, donc on va avoir un beau. Voilà, c'était super fluide et super sympa. Peut-être leur dire à les personnes qui écoutent, voilà, que tu as un site qui s'appelle LMK Training. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Et que dedans, il y a une super formation gratuite qui permet déjà d'avoir certaines des clés que tu viens dont tu viens de parler. Il y a même des fichiers qu'on peut télécharger. Voilà, donc il y a vraiment du super contenu. Et sinon, c'est quoi ton actualité là dans les jours, les semaines, les mois à venir? Est-ce qu'on peut te rencontrer quelque part? Oui, j'ai un webinaire dans 15 jours, le 15 avril, le 16 avril, pardon. Exactement, 16 avril à 14h, justement sur cette thématique de comment piloter son activité, quels outils, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour être un chef d'entreprise. Super, on mettra le lien en tout cas dans le podcast. Et j'espère que si un jour on se croise du côté de Grenoble, on aura l'occasion d'aller boire un café. Ça serait sympa. Moi, à Bruxelles. Ou voilà, en tout cas, tu es la bienvenue. Nous, ce sera plutôt une bière en Belgique. Aussi, en Allemagne, les bières, ça va. Ah ben oui, là, tu en avais aussi beaucoup. En tout cas, je te remercie. Vraiment merci pour cette première interview et passe une excellente journée. Et je te dis à bientôt. À très bientôt, David. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi j'en ai eu avec Laure Matsoukiss à écouter son expertise et à vous donner toutes ces astuces et toute cette réflexion et ce mindset qu'il faut avoir pour passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur votre podcast favori, le podcast du Chaman Digital. N'oubliez pas d'aller voir les notes du podcast qui se trouve sur www.lechamandigital.com. N'oubliez pas aussi que nous sommes sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Instagram, principalement sur Instagram. Pour le moment, je dois bien l'avouer. Je vous dis à bientôt. Nous nous retrouverons probablement avec un podcast au Mexique. Et oui, car nous partons au Mexique la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, la famille.